Récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Avec Alexandre Morin-Villouellette et Mario Dumont. En manchette dans cet épisode de conflit Israël-Palestine, Justin Trudeau demande la libération des otages du Hamas et invite à la création d'un corridor humanitaire. Québec solidaire réclame des mesures pour protéger les aînés des expulsions de logements. De nouveaux ratés informatiques pour la Sûreté d'assurance automobile du Québec et un attentat terroriste à Bruxelles. 2 personnes sont tuées. Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes. Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. Nouveau développement dans le conflit Israël-Palestine. C'est Justin Trudeau dans les dernières minutes qui s'est levé à la Chambre des communes pour faire une déclaration dans laquelle il a invité à la création d'un corridor humanitaire, demande qui avait déjà été faite le plus tôt aujourd'hui par l'Union européenne, là, de par la bouche de leur présidente là, de la Commission, Ursula von der Leyen. Corridor humanitaire donc pour acheminer de l'eau, des vivres, du matériel médical à la bande de Gaza qui est toujours sous le siège des forces armées israéliennes qui se préparent pour une contre-offensive là, dans la petite bande de terre. Déjà, leur invitation là, à quitter le nord de la bande de Gaza avait été entendue la semaine dernière, du moins en partie. Et là, pour Justin Trudeau, ce qu'on demande également, c'est la libération des otages canadiens. Là, ce qu'on dit, c'est qu'il y en aurait quelques-uns, au moins 3 disparus, qui pourraient faire partie là, du quelques 200 otages pris par le Hamas là, lors de l'assaut d'Israël au tout départ. Des otages de qui on n'a pas vraiment de nouvelles, toujours, Mario, là, à ce jour. Non, les otages canadiens, on n'a vraiment pas de nouvelles. Mais dans l'ensemble, je dirais que c'est quand même une intervention très, très à plomb de M. Trudeau sur l'ensemble des volets. La question des otages canadiens, rappel des principes que le Hamas peuvent pas être considérés comme des combattants de la liberté, qui sont des terroristes, qui représentent pas l'ensemble de la Palestine, des Palestiniens qui vivent dans la bande de Gaza, ceci dit. Et donc, message d'inquiétude sur le sort des civils, des gens ordinaires qui sont dans la bande de Gaza, des gens malades qui ont besoin de médicaments, de la nécessité, et là-dessus, il a joint sa voix à d'autres forces internationales qui demandent qu'il y ait un corridor humanitaire. Donc, je trouvais que dans l'ensemble, aujourd'hui, il faisait une intervention qui était équilibrée. Mais oui, les otages canadiens, c'est sûr qu'en termes de politique locale au Canada, c'est une des questions que des familles doivent se poser là, avec beaucoup, beaucoup d'acuité. Oui, comme un peu tout le monde qui ont des membres disparus, là, qui ont toujours pas été comptabilisés là, parmi les victimes qu'on continue de compter en ce moment. Ce qu'on apprend aujourd'hui, c'est que parmi là, les victimes de cet assaut en Israël du 7 octobre dernier, il y avait Gina Semi-Atich, qui est une survivante de l'Holocauste de 90 ans. C'est toujours des histoires qui viennent marquer, entre autres, là, sachant qu'on a survécu à un nettoyage ethnique à une certaine époque en Europe. Et là, elle a été assassinée par le Hamas. Exactement. Elle aurait été tirée en dehors de son bunker pour finalement être exécutée dans son propre salon. Elle, donc, qui se cachait dans un bunker avec d'autres des membres de la population israélienne. Mais ça, c'est un des constats qu'on réalise. Les bunkers étaient des lieux parce que le Hamas tire des roquettes tout le temps. Là. Oui, constat. Donc, les gens ont des bunkers de telle sorte que quand les sirènes partent pour dire là, qu'il y a des missiles qui s'en viennent ou des roquettes qui s'en viennent, ils peuvent aller se réfugier là. Mais c'est vraiment un lieu de refuge contre des roquettes. C'est pas barré. C'est vraiment fait pour survivre aux impacts d'une explosion. D'une frappe extérieure et non pas à l'arrivée de terroristes armés qui sont physiquement présents. Les portes barrent pas. C'est pas pensé comme ça. Ils ont jamais imaginé ça comme ça. Oui, puis dans le cas de Mme Semi-Atich, c'est ce que les autres qui se trouvaient avec elle dans le bunker à ce moment-là ont témoigné en disant que de l'extérieur, les forces du Hamas appelaient en faisant semblant d'être des gens qui faisaient partie des forces armées israéliennes. Donc, disaient Tsahal, en référence là, au nom des forces armées israéliennes pour pousser les gens justement à sortir pour ensuite les abattre. Donc on comprend que c'était effectivement un bon point à rappeler que les bunkers n'étaient pas faits pour survivre comme ça à un assaut là, de forces terrestres. Et évidemment, on continue de surveiller, mais les impacts à l'international aussi liés au conflit là, israélo-palestinien, parce que dans l'Illinois, aux États-Unis, il y a un homme de 71 ans qui est accusé en ce moment d'avoir poignardé mortellement un garçon de 6 ans, ainsi que sa mère, qui elle est grièvement blessée.
déplacés. Tout ça parce que ce sont des jeunes d'origine palestino-américaine. Et là, bien évidemment, on va suivre avec des accusations là, d'incitation à la haine, entre autres, de crimes haineux, causer des blessures avec une arme mortelle, en plus du meurtre premier degré. Mais tout ça, ça a eu des échos partout autour de la planète. On a même vu là, les chefs d'opposition ici au Canada déplorer là, l'assaut haineux qui s'est produit. On aura bien évidemment là, l'occasion de revenir aussi sur d'autres attentats qui se déroulent en ce moment. Entre autres à Bruxelles, aujourd'hui, où 2 personnes ont perdu la vie. C'était également journée en France pour rendre hommage au professeur qui a été tué justement par un ancien élève radicalisé. 3 jours, lui, donc, après son décès, Dominique Bernard, le professeur de français, mais on lui a rendu hommage par 1 minute de silence. Donc vraiment, on est au qui-vive dans le reste de la communauté internationale. Mario, il va falloir voir à quel moment et quand décidera d'intervenir les forces armées israéliennes dans la bande de Gaza, parce que au sol, on se prépare à une invasion au sol. Mais on dit ça depuis quand même quelques jours. On continue de dire qu'il s'accumule de plus en plus de soldats israéliens le long de l'entrée de la porte de Gaza, prêts à intervenir. Mais d'une journée à l'autre, je présume que les frappes aériennes visent à améliorer la sécurité, rentrer, là, il va y avoir des morts dans l'armée israélienne. Ah, c'est certain. Puis le but des raids aériens, c'est de diminuer ces pertes-là. Oui, absolument, parce que c'est certain qu'en se lançant dans Gaza, qu'il y ait des bâtiments encore debout ou que des ruines, mais on risque d'être attendu avec tout un comité d'accueil, que l'usage de tunnels, qui connaît le terrain également du côté du Hamas, qui risque de répliquer de manière très forte. Donc, c'est certain qu'on doit être quand même là, nerveux à l'idée d'entrer dans la bande de Gaza. C'est certain que c'est pas un théâtre d'opération qui est facile, en rappelant que pour l'instant, mais ce sont les civils qui en payent le prix pour le moment. De retour sur la scène québécoise, devant la multiplication des aînés qui sont jetés à la rue par des évictions, là, entre autres dans le contexte immobilier difficile, Québec solidaire réclame au gouvernement Legault d'élargir les mesures qui visent à protéger les aînés. C'est d'ailleurs l'ex-députée solidaire Françoise David qui était aux côtés du député Andrés Fontecilla pour faire des annonces et réclamer justement une meilleure protection. C'est pas anodin parce que Françoise David, c'est à elle qu'on doit le nom de la loi qui protège les aînés, la loi Françoise David justement, qui prévoit qu'en ce moment, les propriétaires ne peuvent pas évincer des aînés de 70 ans et plus qui occupent leur logement depuis au moins 10 ans. Et donc, on demande du côté du Québec solidaire un élargissement un peu de ces mesures-là. Entre autres, par exemple, d'abaisser l'âge de protection à 65 ans au lieu de 70, la durée d'occupation de 5 ans dans le logement, par exemple. Je comprends là, que là, on est dans ça, manque de logement. Juste faire attention, parce que quand tu mets trop de contraintes, tu vas compliquer la vie pour des gens dans la soixantaine, là, de se trouver un logement. Oui, parce que ça peut devenir un peu quelque chose qui rend les propriétaires frileux. Ben oui, puis on va dire, là, on loue pas une personne âgée, on n'est plus capable, je veux dire, s'il arrive quelque chose, si on veut rénover ou si on vend, tu sais, fait que c'est toujours trouver l'équilibre. Oui, de vouloir protéger des personnes vulnérables, mais, tu sais, puis en même temps, faut faire attention, c'est pas toutes les personnes âgées qui sont vulnérables non plus. Mais de vouloir protéger des personnes vulnérables, mais sans faire qu'ils deviennent une catégorie qui est à risque. De dire, hey, on va pas louer, une personne de 60 quelques années arrive, hey, là, si on y loue, on se barre ça. Ouais. Donc, faut pas compliquer la recherche de logement non plus, qui est déjà difficile. Oui, mais c'est certain que dans le contexte actuel, par contre, on voit de plus en plus d'évictions tout court. Hein, c'est devenu l'une des principales causes, entre autres, de l'itinérance. Là, c'est les évictions de logement. Mais le problème, c'est parce que là, on dit que le problème, ce sont les évictions, c'est l'attitude des propriétaires. Non. Le problème, c'est qu'il manque de logement. Oui. C'est que les propriétaires, ils ont des demandes, ils pourraient le louer plus cher, ils pourraient le louer à quelqu'un d'autre parce qu'il manque de logement. Et tant qu'on réglera pas ce problème-là, on va pouvoir changer toutes les lois, on pourrait demander au gouvernement de gérer tous les logements lui-même, de contrôler les prix dans un pays communiste. Il manquerait de logements quand même. C'est pour ça que j'entends ça. Bon, c'est sûr que tout le monde a l'air d'être pour ça, ça fait sympathique, mais c'est comme, on a un problème, puis là, on se dit, mais si le gouvernement réglemente tellement, il va te protéger telle population. Oui, mais je suis pas sûr qu'on s'attaque au fond du problème. Actualité. Tout savoir en 24 minutes. Mais pour revenir à Québec solidaire, ce soir, c'est leur débat. Oui, c'est vrai, le premier débat, premier organisé. Des co-porte-parole. Oui, des candidates pour l'instant. Des candidates pour le poste de co-porte-parole. Il va être intéressant à suivre. On en reparlera demain. Mais j'ai l'impression que les trois, ils vont s'entendre sur un point. Lequel?
Mais je pense pas qu'ils vont être contents contre Gabriel Nadeau-Dubois, qui c'est le jour... Tu sais déjà que cette course-là a un petit peu de misère à lever. Oui. La course, les co-porte-parole, ben, ça lève, on les suit, mais on dirait qu'il n'y a pas de gros sujets qui s'enflamment de débat. Et là, Gabriel Nadeau-Dubois qui a fait faire ce qu'on appelle, écoute, j'ai juste le mot en anglais, un feature, tu sais, une espèce de à Radio-Canada, il s'est donné en longue entrevue à raconter sa jeunesse, ses expériences. Un gros feature à Radio-Canada. Oui. Mais là, tu dis, le jour même, c'est sorti aujourd'hui, là. Ouais. Ça n'a pas l'air de vouloir voler la vedette, de dire hey! Puis là-dedans, il parle de son engagement, puis pourquoi il est là, puis pourquoi il voudrait rester chef à la prochaine élection. Dans une journée où on a envie d'entendre parler des trois candidates. Oui. Je sais pas. Écoute. Est-ce que c'est Radio-Canada qui ont préenregistré puis qui l'ont passé aujourd'hui? Sincèrement, je le sais pas. C'est peut-être moi Mais moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, si j'étais une des trois, je serais comme... pas outré, je veux dire, c'est pas un scandale, là. Juste mini froissé, un petit peu froissé, un petit peu comme... Voyons. Hey, c'est notre journée. C'était pas notre journée, celle-là. Ouais, en tout cas. Mais ce serait intéressant d'y revenir, c'est certain, Mario, parce qu'on a quand même une course de cours porte-parole, 2 élus qui sont présentement là. Une ex-élue, donc c'est 3 femmes de calibre. Ce soir, je m'attends à un débat de fort calibre. Oui, absolument. Très, très intéressant. Émilie Lessard-Terrien, qui n'est plus donc députée, mais qui l'a été déjà là, depuis plusieurs années. L'expérience parlementaire, l'expérience des débats, ça va être intéressant. Mais là, tu allais me parler de la SAAQ qui connaît à nouveau des ennuis. Oui, pour eux, ça va vraiment pas très bien, Mario, pour SAAQ en ce moment, qui était inaccessible dans une longue partie de la journée. On a attribué tout ça à des travaux de maintenance qui étaient censés se terminer dans la nuit de dimanche à lundi. Donc, on n'était pas censé avoir de problème, mais dès les alentours de 7 heures ce matin, il y avait des messages automatisés sur le site de la SAAQ en disant qu'on optimisait les services et qu'on ne pouvait pas avoir accès à rien. Ça a forcé la Société d'État à demander aux gens de ne pas se présenter en succursale sans avoir de rendez-vous, ce que beaucoup de personnes finissent par faire lorsque les services sont inaccessibles et on les comprend. Mais là, ça finit par se résoudre vers 14h cet après-midi. Mais c'est certain qu'à chaque fois qu'on a un retard comme ça, mais qu'est-ce que ça crée? Un embouteillage et par la suite, il y a des gens qui sont là et la demande est plus forte, tant sur le site que dans les endroits, les points de service. Donc, ça va se replacer bien éventuellement, mais ça devient quand même un autre problème qui, tout seul, serait absolument mineur. Mario, je suis pas certain qu'on en aurait même parlé d'un bug sur la SAAQ si ce n'était de toute la saga cette année. Oui, c'est sûr que tout le monde est un peu nerveux. Mais je pense aussi que, puis je sais, en informatique, il faut faire ces entretiens très fréquents, mais c'est comme si... je pense pour les gens qui sont pas spécialistes en informatique, puis on nous dit, là, c'est d'un entretien de fin de semaine. Et voyons, l'entretien, c'est pas flambant neuf, ça. Ouais, mais je sais que c'est niaiseux d'un spécialiste d'informatique qui rirait de moi, mais je pense qu'on est plusieurs comment ça te dit. Voyons, là, ça fait... Ton site, là, tu dois pas avoir des vieux virus ou des vieux problèmes accumulés dedans. Non, mais... je comprends. Ça date de février dernier. Là, ça a été rouvert en février dernier. C'est neuf, comme diraient certaines personnes. Là, c'est complètement neuf. Ça sent encore la voiture neuve. Mais bon, ça vient quand même s'ajouter tout ça aux conclusions il y a un peu plus d'un mois du rapport indépendant sur la SAAQ qui a dit qu'on avait vraiment là, fait un fiasco numérique d'envergure, gestion incomplète, réactive à des enjeux d'authentification. Sûr que dans ce contexte-là, d'avoir encore une fois un retard du côté de SAAQ, disons qu'on doit avoir assez hâte que l'année 2023 se finisse de leur côté. Le confinement a été levé à l'école secondaire André Laurando à Longueuil, où les élèves étaient tous enfermés depuis déjà quelques heures. Au départ, on parle de menaces, là, donc de personnes possiblement armées qui se trouvaient dans le secteur de l'école. Et selon le service de police de l'agglomération de Longueuil, le SPAL, semble-t-il que c'était non fondé finalement. Donc, on a pu lever complètement ce confinement-là. Ça avait gardé quand même là, et les élèves et les parents d'élèves également là, tout près assez en haleine, merci, dans les dernières heures. Finalement, heureusement, ce n'est pas avéré. Du
Du côté des autorités, si on se transporte dans le Bas-Saint-Laurent, on est en train de porter une attention particulière au site d'enfouissement de Kakuna ce matin, depuis la semaine dernière. Village. C'est ton village, Mario? Qui est tenu en haleine, c'est depuis mercredi passé. Là, pour les gens locaux, j'ai encore bien de la famille là-bas. Pour les gens locaux, c'est depuis mercredi passé. Ça fait 5 jours là, qu'ils sont là-dessus. Là. Oui, parce que la semaine dernière, mercredi, un homme du nom de Steve Chassé a tenu les policiers en haleine là, pendant au-dessus de 24 heures. Lui qui a échangé même des coups de feu avec les policiers après s'être barricadé dans le logement où il se trouvait. Et lui aurait décapité Pierre Bellil, son voisin d'appartement âgé de 74 ans. Ça, c'est des voisins qui ont dit ça. La police dit que M. Bellil est disparu. Oui. On parle maintenant d'un homicide. Acte criminel. Oui, on pense qu'il a été victime d'un acte criminel. Mais on sait, la police refuse de parler. C'est les voisins qui parlent de décapitation, mais la police reconnaît être à la recherche de sacs de poubelle. Là. Oui, puis Ils ont cherché au dépotoir, ils ont cherché dans ce qu'on me raconte dans le village, dans tout ce qui est de bacs de vidange. Il semble-t-il que tous les bacs de ordures ont été vidés et fouillés dans ce coin-là. Et ce matin, c'est des représentants du laboratoire des sciences judiciaires et de médecine légale qui se sont présentés au site d'enfouissement à Kakuna. Habituellement, quand on fait déplacer les gens du laboratoire des sciences judiciaires, c'est qu'on a trouvé quelque chose. Là. C'est rare qu'eux, on les emmène pour les fouilles préliminaires. Mais entre toi et moi, je sais pas comment les choses sont arrivées et dans quel ordre. Mais mettons que le monsieur est disparu, le voisin. T'sais, si toi, on va t'interroger parce qu'il y a un de tes voisins qui est disparu puis t'accueilles la police en te barricadant armé, c'est une réaction étonnante, mettons. C'est une réaction étonnante ou pas, Mario. C'est non, mais c'est ça. On tient peut-être notre homme dans ce temps-là. C'est ça. Il réagit mal au fait qu'on veuille lui poser quelques simples questions sur la disparition de son voisin, mettons. Qui pourrait faire en sorte qu'il va se retrouver fort probablement avec d'autres chefs d'accusation que ceux d'incitation à la haine, de décharge d'une arme à feu avec insouciance et de port d'armes avec un dessin dangereux. Mais on raconte dans l'histoire là, qu'il a... il s'est barricadé dans son appartement. Mais sur l'étage, il y en avait d'autres. Mais c'est ça, c'est pour élargir son espace ou se cacher puis réagir à la police, il a défoncé, tu sais, c'est des appartements, pas sûr que c'est construit, là, tu sais, en fer... en fer forgé. En acier trempé, là. Tu sais, il a défoncé les murs des voisins. Pour se faire faire une zone plus large où ils puissent se déplacer, là. Donc, ça, c'est tout. Mais quand ils l'ont arrêté, les gens du village autour, moi, j'ai de la famille qui habite pas loin, je veux dire, c'était le ciel s'est éclairé, là, c'était des grenades flash, plusieurs. D'ailleurs, sur le site du Journal de Montréal, vous pouvez aller écouter là, plusieurs coups de feu. Alors, dans un petit village de moins de 2000 habitants, généralement tranquille, ça a été jeudi soir passé, une soirée que les gens ont trouvé pas mal animée. Et les gens de tout le bloc, de tout le secteur, je pense, ont couché. Ils ont sorti d'urgence le soir. Là, quand il y a une fusillade, ils sont restés dans la salle municipale. Après ça, on couchait à l'hôtel 2 ou 3 soirs. Non, c'était un méchant dérangement là, dans le village. Tout savoir en 24 minutes. Le rapport d'une coroner en ce moment blâme assez sévèrement les recherches des policiers de la communauté du nord du Québec, Waswanipi, où une adolescente a été retrouvée morte dans une nuit d'octobre dernier. Histoire qui remonte donc au 9 octobre 2022, une adolescente de 16 ans qui décède, le Nibin Icebound de son nom, après être tombée en état d'ébriété dans un fossé en bordure d'un sentier, alors qu'il faisait tout près de 0 degré. Une amie qui marchait avec elle a tenté de l'aider à se relever, ça n'a pas marché, aurait averti des policiers qui l'ont raccompagnée chez elle. Et là, c'est un passant, en plus de tout ça, qui a vu la jeune femme, qui a appelé les policiers. Et là, on aurait mené des recherches un peu partout avec une lampe de poche, des lumières latérales de véhicules pour tenter de la retrouver. Et selon le rapport de la coroner, ce qu'on comprend maintenant, c'est qu'on est passé tout près, là, à presque 200 mètres seulement de l'adolescent. Et après une dizaine de minutes de recherche seulement, on a averti du côté de la répartition, donc des policiers, que les recherches étaient terminées, qu'on n'avait pas trouvé personne. Et ils n'ont même pas rédigé de rapport, Mario. Et c'est pourquoi ils sont blâmés à ce moment-ci, donc par la coroner Karine Spénard. Et là, ce qu'on dit, c'est qu'en ayant cherché un peu plus, ou même en divisant les autopatrouilles, qui se seraient suivies, semble-t-il, selon le rapport du coroner, là, une après l'autre, au lieu de se diviser puis chercher dans plusieurs coins en même temps. On a fini par ne jamais retrouver l'adolescente, donc qui est finalement décédée. Il n'y a quand même pas de poursuite ou d'accusation criminelle contre les policiers qui ont été impliqués dans tout ça, mais quand même un rapport du coroner. Le travail de recherche est sévèrement blâmé. Économie.
Dans les derniers mois, on a vu plusieurs entreprises québécoises passer dans des mains d'investisseurs étrangers. Et cette fois-ci, c'est au tour d'un autre fleuron, la firme montréalaise Logistec, qui est contrôlée par la famille Paquin, qui ont annoncé avoir accepté une offre d'achat américaine qui est évaluée à 1,2 milliard de dollars. Et donc, si c'est accepté par le reste des actionnaires, ça va devenir la propriété de 2 firmes d'investissement new-yorkaises. Donc, un gros magot quand même pour la famille Paquin, qui possède l'entreprise depuis sa fondation en 1952. 3 sœurs, entre autres, de la famille Paquin, qui maintenant dirigent l'entreprise. Mais qui sont les filles du fondateur. Là. Exactement, qui sont les filles donc de Roger Paquin. Et maintenant, donc Madeleine, Suzanne et Nicole Paquin contrôlent 76 et des poussières % là, des actions de la firme. Mais Logistec, c'est surtout dans le domaine des... C'est surtout connu, parce que moi, je les connaissais surtout dans le domaine du transbordement, là, dans tous les ports de mer et tout ça. Oui. Ils font vraiment là, de la logistique maritime. Mais je voyais aujourd'hui, en allant sur leur site, sur leurs affaires, ils sont aussi dans le secteur de l'environnement. Là, autant le traitement des sols, le traitement des eaux. Donc, ils sont aujourd'hui maintenant beaucoup dans le secteur de l'environnement. Un domaine qui est très, très prisé. Oui. Non, mais on peut imaginer que c'est vraiment un enjeu de relève. Là. C'est qu'ils arrivent à un point, les 3 sœurs, où elles avancent en âge, puis en l'absence... Parce qu'elles avaient annoncé au mois de mai l'espèce de processus de révision de leurs options. Peut-être s'il y avait eu un acheteur québécois ou un repreneur québécois, il aurait peut-être eu de l'intérêt, mais là, c'est une firme d'investissement. Souvent, ces firmes d'investissement-là, ce qu'ils font avec une entreprise, surtout s'ils ramassent une bonne entreprise, ils l'achètent. Ils vont faire ce qu'on appellerait pour un logement là, ou pour une maison du homestaging. Là. Ils vont la garder une couple de l'année, ils vont améliorer. Ils vont regarder quelques petites affaires pour essayer de la revendre à meilleur prix ou de l'opérer là, si ça génère des bons profits. Mais c'est quand même un peu malheureux. On en perd de ces entreprises, là, faute de relève. Le Monde. Au moins 2 personnes ont été tuées par balle à Bruxelles, en Belgique, alors que c'est le soir là-bas. Coups de feu qui ont été tirés vers 19h15, heure locale. Et on a une enquête qui a été déclenchée maintenant pour terrorisme, Mario, depuis que le supposé suspect dans cette histoire-là non seulement a été interpellé, mais également qu'on aurait retrouvé là, sur ses réseaux sociaux une vidéo dans laquelle là, il revendique son futur attentat pour le groupe armé État islamique. Donc, crime devenu terroriste, donc, qui est reconnu comme tel en ce moment là pour le reste de l'enquête à Bruxelles. La Belgique avait eu, il y a quelques années, là, une série d'attentats terroristes. On disait que c'était un secteur, il y avait une forte communauté musulmane à l'intérieur de laquelle il y avait, pas l'ensemble, mais des individus radicalisés. Là. C'était un problème dans le Grand Bruxelles et... c'est un peu la crainte qu'on avait dans tous ces secteurs où il y a eu des individus radicalisés, on n'entendait plus parler d'eux depuis quelques années. C'était plus tranquille. Oui. Mais là, la relance des hostilités entre la Palestine et Israël, ça réveille tout ça. Oui, ça réveille tout ça. Et les 2 victimes, pour l'instant, seraient d'origine suédoise, alors qu'il y a un match de soccer qui devait se dérouler plus tard ce soir entre la Belgique et la Suède, match qui a été reporté en raison des attentats. Donc, selon plusieurs médias suédois, ce serait donc des partisans suédois qui auraient fait le voyage jusqu'à Bruxelles et c'est eux qui auraient été pris pour cible, finalement, par le tireur, alors qu'il y a eu plusieurs vidéos montrées sur les réseaux sociaux où on voit justement le suspect dans cette histoire-là qui a une veste orange fluo là, qui suit une personne là, comme qui rentre dans un hall d'entrée, fait feu avec une arme d'assaut. Là. On parle véritablement d'une arme de guerre, là, semble s'apparenter à un modèle AK-47, mais qui n'a pas été encore confirmé par la police. Et après ça, tire 2 autres personnes dans un taxi et prend la fuite sur un scooter, donc est interpellé, puis on aura là, bientôt plus de détails là, dans cette histoire. En terminant, dans un de ses nombreux procès, Donald Trump s'est vu encore une fois se imposer une interdiction de commenter visant le procès en question. Cette fois-ci, c'est le procès qui vise là, ces tentatives présumées d'inverser les résultats de l'élection de 2020. Et là, pourra pas commenter là, en public ni les procureurs, ni le personnel du tribunal, ni les témoins. Donc, c'était cette première audience là, de 2 heures. C'est vraiment... c'est des mesures généralement qui vont être utilisées contre des voyous, là, des gens qui respectent personne, qui respectent rien, qui envoient promener la cour, qui ont rien à perdre qui vont non dire plus publiquement que les avocats, les procureurs, c'est tous des pourris pis tout ça. Mais c'est exactement les mesures qui servent à essayer de contrôler ce genre d'individus complètement délinquants qui maintenant sont prises pour un
peut-être futur président du pays. C'est quand même... Qui respecte rien des institutions de la justice, qui bug contre tout le monde, qui gueule contre le juge, contre la cour, contre les... Ben oui, puis là, depuis un certain moment, ben, il est encore une fois en train de traiter systématiquement de cinglés ou de voyous à peu près tout le monde qui participe à ces procès. Et là, on a évidemment... tempérer quand même cette requête-là et mis certains critères, parce qu'on veut pas museler complètement Donald Trump, qui peut continuer à s'exprimer. Alors là, il aura le droit de critiquer la capitale fédérale et sa population, comme ça se passe à Washington. Donc, le jury va être composé de gens de Washington, et sans cesse, il appelle Washington une ville corrompue, pleine de gens sales, pleine de gens tout croche. Ça, il va pouvoir continuer à le faire, Mario, parce que semble-t-il mais pas la justice. On a le droit de critiquer. C'est ça, mais pourra pas critiquer vraiment les gens dans le procès, et si ces citoyens de Washington sont pris dans le jury, là, il pourra plus les accuser de quoi que ce soit. Il va falloir qu'ils disent que tout le monde est corrompu à Washington, sauf les 12 membres du jury. Voilà. Résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.